Le Congo est un pays d'Afrique centrale aux multiples facettes, traversé par un fleuve puissant dont les rives sont recouvertes d'un incroyable foisonnement de la flore. C'est une terre nourricière aux paysages saisissants. Plages désertes de sable fin bordées de mangroves, forêts primaires abritant les derniers grands gorilles, ou encore ethnies aux traditions ancestrales. Ce pays complexe regorge de secrets. Ce sont ses habitants qui nous les dévoileront. Un peuple à la phénoménale vitalité rieuse, gourmand des choses qui rendent le quotidien vibrant. Le voyage qui nous attend risque de nous surprendre. Située sur la côte ouest de l'Afrique centrale, la République du Congo est séparée par un fleuve de l'ancien Congo belge, devenu Zaïre, puis République démocratique du Congo. Les rivières Lesio, Luna et Lefini ont donné leur nom à l'un des derniers sanctuaires de gorilles d'Afrique centrale. Située dans le nord du département du Poul, à environ 2 heures de voiture de Brazzaville, la capitale, la réserve naturelle de Lesio Luna Lefini est aussi l'une des plus grandes du pays. Ce vaste parc a été créé dans les années 1950 avec toutefois peu de moyens dédiés. La proximité de Brazzaville, les conflits saignant la région, mais aussi la demande accrue de viande et le braconnage ont fait chuter sa population. Ce n'est qu'en 1990 que l'Anglais John Aspinall, en partenariat avec le ministère de l'économie forestière, y a débuté des expériences de réintroduction de gorilles. Au-delà du lac bleu, la forêt primaire reprend ses droits et dévoile un incroyable fourmillement d'activités. La réserve de Lesio Luna n'est accessible qu'en pirogue. Ce site accueille les gorilles durant la période qui précède leur relâche dans la nature. Une île de 25 hectares créée sur la rivière Luna permet aux primates d'évoluer librement et en toute sécurité. Auguste Ngolo, l'éco-garde du parc, vient régulièrement les nourrir. Allez, Kebou. Ici, il appelle Kebou, arrivé du zoo de Londres en 2017. Il a fallu qu'on le laisse ici d'abord, sur cette île, pour qu'il s'habitue à la forêt africaine. Surtout que nous avons une forêt avec des lianes, donc ils ont des difficultés. Voilà pourquoi nous avons préféré les mettre sur une île. Nous les nourrissons 2 fois par jour, à 8h et à 15h30. Ils ont chacun au moins 10 kilos le matin et 10 kilos le soir. Quatre gorilles habitent ce périmètre. Depuis 1987, le projet en a recueilli 89, tous victimes de trafic ou de braconnage, mais également 22 chimpanzés bonobos qui ont été transférés dans des sanctuaires spécifiques. Ce gorille-là, il s'appelle Kango. Il vient de Londres, ils étaient 4, et c'est le plus vieux des gorilles venus de Londres. C'est lui qui porte le nom du couple Kango, et il a 18 ans.
Difficile de dire quand ce groupe sera transféré au sud-ouest de l'Efini, où les gorilles sont relâchés après leur période d'adaptation. Le plus grand prédateur des primates est aujourd'hui encore l'homme. Les braconniers déploient tous leurs efforts pour s'introduire dans les réserves et capturer des nouveau-nés, malgré des mesures de sécurité de plus en plus efficaces. À l'écart du parc, les falaises d'Ipopi dominent la rivière l'Efini. En prenant la route du nord, nous franchissons à Makua la ligne de l'équateur, indiquée par un monument décrépit. Il y a 20 ans, ce grand bourg aux routes de sable et de terre rouge était réputé pour la culture du cacao et du café. Avec la guerre, les cultures ont été aujourd'hui abandonnées. Pourtant, Makua est encore une étape incontournable pour les voyageurs qui empruntent la longue route de Brazzaville au nord du pays. La rivière Likwana aux herbes est un affluent bien particulier du fleuve Congo. Pendant la période des hautes eaux, son bassin versant est presque entièrement inondé. À Epena, où il atteint 11 300 km², le bassin est couvert d'une forêt dense, immergée 6 mois sur 12. Fleuves et rivières sont dénués d'infrastructures, obligeant la population à s'organiser pour circuler. Les pirogues sont donc essentielles pour les transports comme pour la pêche. À Etumbi, le bac fonctionne à l'huile de coude. Il s'agit d'un axe important qui permet de rejoindre Mbomo, situé à l'entrée du parc national d'Odzala-Kokwa. Une piste en latérite traverse cette forêt primaire tropicale de 13 000 km², déclarée réserve biosphère de l'UNESCO depuis 1977. 25% des espèces végétales du Congo se concentrent autour de Mbomo. À l'entrée du village, on se réunit dans le marigot les jours de lessive. Les habitants vivent d'agriculture, en particulier du manioc. Les safous, des prunes sauvages, améliorent les menus à base de manioc. À l'abri du soleil, une famille prépare l'un des plats traditionnels du Congo, le maboké.
Dans la marmite, le ragoût de tripes de mouton finit sa cuisson. Il sera ensuite versé dans des feuilles de bananier qu'agrémentent épices et condiments. Le maboké désigne le mode de cuisson à l'étouffée. Il se décline aussi bien avec du poisson. Souvent servi pimenté, ce plat n'est pas fait pour les palais délicats. Le village abrite également des tribus de pygmées Baka. À la fin des récoltes, cette grande famille partage une danse de réjouissance. Le territoire Baka s'est réduit au fil des années, pressé par l'industrie forestière. Peu à peu, son peuple s'est donc sédentarisé, facilitant la scolarisation des enfants. Toutefois, aux abords de la frontière avec la Centrafrique, certaines tribus vivent encore en pleine forêt. Nous quittons Mbomo pour rejoindre Ouesso, dans la région de Sanga. Bordée par le Cameroun au nord et par le Gabon à l'ouest, la Sanga est la seconde région du pays en termes de superficie, et pourtant l'une des moins peuplées. Ouesso en est la plaque tournante. Capitale agroforestière au climat équatorial, c'est également une ville portuaire et une cité d'accueil dynamique. En périphérie de la ville, Guy Mikam et Béatrice Mébit dirigent une école de danse dont l'enseignement s'inspire du Cameroun voisin. Le son des percussions résonne des pupitres de balafon qui jouent du menjang. La danse menjang existe depuis des décennies. Ce sont nos ancêtres qui nous l'ont enseigné. C'est le grand-père Korata qui est le créateur de cette danse en 1959. C'est une danse que l'on pratique à l'occasion de mariages, de décès ou de manifestations publiques.
La forêt équatoriale abrite le fleuve Sangha, qui s'anime bien avant le lever du soleil. À Mbiru, un mémorial dissimulé par la végétation commémore un épisode de la Première Guerre mondiale, tout aussi meurtrière dans une Afrique alors colonisée par de nombreux pays européens. Au cœur de la forêt, en août 1914, un groupe de militaires français s'est fait surprendre par un commando allemand. Le manioc se cultive en forêt. Cette tubercule fait partie de l'alimentation de base d'une grande partie de l'Afrique centrale et de l'Ouest. Chanel et ses amis vont en récolter quelques pieds pour aller les vendre sur le marché. Pour se frayer un chemin dans une végétation si dense, la machette est un outil indispensable. Après avoir élagué sommairement le périmètre, on déterre les racines. Ici, nous nous sommes spécialisés dans la culture du manioc et de la banane. Pour planter le manioc, il faut d'abord défricher la forêt. Après l'abattage des arbres, on pratique un brûlis qu'on laisse 2 à 3 semaines reposer avant de planter les graines. Une longue marche l'attend encore pour rejoindre le village. Le marché d'Ouesso sur les rives de la Sangha s'ouvre aux premières lueurs du jour. Poissons et viande doivent se vendre le plus vite possible avant les fortes chaleurs. Les feuilles de marron enrobent le manioc et ses condiments. La plante a juste été nettoyée et sera vendue telle qu'elle. Ce sont les feuilles de la forêt. Les feuilles de marron tassé, ça sert à attacher et à emballer le manioc. On l'a déjà trempé dans l'eau et préparé. Ici, c'est l'aliment de base avec la banane. Il faut beaucoup de feuilles pour emballer tout le manioc. Ça vient de loin, on le fait venir par pirogue. Le manioc est d'abord trempé pendant 3 jours. Le rouissage permet de libérer les fibres. Ensuite, la tubercule est séchée au soleil, puis débitée. Une partie de la production sera vendue sur place, l'autre envoyée au moulin. Dans ces marchés, les femmes contrôlent les opérations. Entre marchands, on s'interpelle bruyamment et les affaires se concluent rapidement.
En ville, les échoppes sont à peine plus structurées. D'uniques boutiques proposent à la fois de la viande et du poisson. On rencontre aussi des ateliers où le manioc est transformé en farine, indispensable dans l'alimentation quotidienne de la région. Dans les faubourgs d'Ouesso, le groupe Gitarine est en pleine représentation. On reconnaît les pas de danse traditionnels, mais aussi les gris-gris décorant la taille de la danseuse, signe de pratique du fétichisme. J'ai commencé très jeune, à l'âge de 7 ans. Ce sont les ancêtres qui m'ont initiée. J'ai aujourd'hui 37 ans. Il y a 2 types de danse, une publique et une autre pour une séquence de fétichisme lors d'un décès, par exemple. À la sortie de la ville, des grumiers chargés de troncs immenses attendent le bac pour traverser. Nous prenons la route du sud qui mène à Brazzaville pour nous arrêter à Oyo, dans la province de la Cuvette. La région voit converger tous les cours d'eau descendant du nord pour se jeter dans le fleuve Congo, formant une série de deltas. Oyo s'étend sur les rives d'Alima, l'un de ses affluents. À partir du mois de mai, les bords de la rivière sont constellés de camps de pêcheurs. Après avoir été fumés sur place, les poissons seront vendus sur les marchés de la ville. Les tonneaux peuvent peser jusqu'à 40 kilos. Les poissons viennent de la zone fluviale de Mosaka, Lukolela, parfois de l'Iranga. Les porteurs cavalent malgré la charge écrasante des fûts. Ils sont payés à l'unité transportée. C'est pour la rapidité des tours, pour le travail. Les tonneaux sont pointés en fonction du nombre que je transporte. Et c'est en fonction du nombre de tonneaux transportés que je serai payé. Oyo est située tout près d'Edou, la ville natale du président Sassou Nguesso, qui tient le Congo d'une main de fer depuis 1997. Elle connaît aujourd'hui le développement économique le plus important du pays, ce dont témoignent des infrastructures et des routes en très bon état. Aux abords de Brazzaville, le fleuve Congo régule en majesté la vie de la région. S'étendant sur 4700 km, c'est le 8e fleuve le plus important du monde en longueur
et le second derrière l'Amazone en débit. Les îles qui parsèment le fleuve accueillent des camps de pêche éphémères, où l'on vient pour des campagnes de quelques semaines. L'île de Mbamou fait face aux falaises de Douvres, si semblables aux côtes anglaises qu'un explorateur britannique les a ainsi nommées. Hautes de 270 mètres, elles sont entourées de bancs de sable. Tout près de la capitale, la ville de Kintélé a connu une expansion rapide. C'est en effet la destination favorite des Brazzavillois, qui viennent y passer le week-end. Les villas de luxe foisonnent le long du fleuve. Par temps calme, ces embarcations à rallonge sont imbattables pour transporter passagers et marchandises vers la capitale. Brazzaville est une ville récente, fruit de la réunion en 1880 de plusieurs bourgs coloniaux. Depuis quelques années, elle est en travaux de modernisation permanents. Grâce aux recettes du pétrole qu'elle exploite à Pointe-Noire, la métropole essaie de se développer pour rattraper le retard qu'elle connaît face à d'autres villes du pays. Forte d'une population d'1 800 000 habitants, la capitale est divisée en arrondissements, dont les plus anciens ont un lien étroit avec l'histoire coloniale française. Le Bas-Congo et le Poto-Poto sont les deux premiers à avoir vu le jour. Le quartier de la Plaine abrite la fresque de l'Afrique, un chef-d'œuvre de l'art pictural congolais dressé sur le fronton d'un ancien marché couvert. Réalisée en 1970 par un collectif d'artistes locaux, elle retrace l'histoire du pays de ses origines aux années 1960. À proximité, un mémorial est érigé en mémoire de Pierre Savorgnan de Brazza, explorateur italo-français à l'origine de la création de la ville en 1880. Construite en 1892 en plein centre de Brazzaville, la cathédrale du Sacré-Cœur domine le sommet de la butte de l'Aiglon. C'est la plus ancienne d'Afrique centrale conservée à travers le temps et les conflits. Tout près, le marché Total est, comme bien d'autres de la région, un lieu de vie animé, qui regorge de fruits et de légumes. Tous les produits traditionnels cultivés dans le nord sont arrivés par le fleuve. Manioc, feuilles de bananier et autres denrées sucrées foisonnent sur les étals. Ici, on cisèle du coco, qui sera servi avec du manioc ou des bananes plantains. Les chenilles tchombé sont pleines de protéines et très populaires sur le marché. Il faut toutefois avoir l'habitude pour les savourer pleinement. Au cœur de Makelele, le premier arrondissement, le quartier Bifouiti jouit d'une belle réputation. Temple de la vannerie, on y achète des produits simples comme des paniers ou des corbeilles, mais aussi du mobilier sophistiqué. Ces dernières années, cet artisanat souffre pourtant de l'essor des fibres en plastique. Justin est en train de travailler sur un imposant fauteuil. Là, actuellement, je fabrique une chaise. C'est beaucoup de travail. J'ai besoin d'une journée pour fabriquer cette chaise. J'ai commencé ce matin et je devrais pouvoir finir aujourd'hui.
Le général de Gaulle est un personnage important dans l'histoire congolaise. Après l'installation de la capitale de la France libre à Brazzaville de 1940 à 1942, il a réfléchi à la question de l'émancipation de cette ancienne colonie qui a accédé à l'indépendance en 1960. La basilique Sainte-Anne érigée dans le quartier de Poto-Poto en 1943 est d'ailleurs un symbole fort de la période française. À l'époque, son architecture audacieuse avait fait couler beaucoup d'encre. Non loin de là, l'école des peintres est une véritable institution locale, fondée en 1951 par Pierre Lotz. Aucune règle artistique n'est imposée aux élèves. Le maître mot est la spontanéité. Le style Miké, qui signifie petit en lingala, s'est développé dans cette école, caractérisé par la représentation de petits personnages. Ce n'est pas comme une académie, c'est une école. Un peu comme un atelier, une école de peinture. Chacun de nous est libre, chaque élève est libre de faire ce qu'il veut. Nous sommes juste là pour voir ce qu'ils sont en train de faire, les orienter dans leur travail. Chaque élève est libre de son inspiration. L'inspiration vient des anciens, des premiers élèves. Ils dessinaient alors des petits personnages tels qu'ils les voyaient à l'époque lorsqu'ils étaient dans leur village. Ils peignaient sur les murs de petits personnages et lorsqu'ils sont venus ici, ils ont continué. On appelait ça des banamike, ce qui veut dire petit. Ils ont dit à l'époque qu'ils dessinaient des enfants. Banamike, c'est comme ça que ce style s'est lancé. À deux pas, le sculpteur Serge-Louis Diabane-Gouaya travaille sur différents supports. Dans nos pays, particulièrement dans notre Congo, il y a beaucoup de bois et souvent on ne sait pas quoi en faire et une grande partie du bois va au feu. Et moi je récupère, il y a d'autre part des vieux fûts que je récupère aussi et que j'essaie de valoriser en réalisant des lampes. La nature m'inspire beaucoup. Vous verrez que je compose même avec la nature. Mes sculptures sont en partie faites de bois que je garde à l'état naturel. C'est très rare. En dehors des abat-jours, c'est très rare que je remodifie les arbres. Je préfère les laisser tels quels. Brazzaville fait face à Kinshasa, capitale de l'ancienne colonie belge devenue République démocratique du Congo. Le fleuve représente une frontière naturelle entre ces pays voisins. Turbulent, il est redoutable lors de la saison des pluies, durant laquelle son débit peut devenir dangereux. Les riverains qui en connaissent les pièges et les dangers n'hésitent pourtant pas à y jouer, nager, se laver ou y faire la lessive. Le touiteke est un fruit convoité et très apprécié des Congolais. Il pousse sur un arbre fragile aux feuilles fines. Christine Makani a développé une technique pour en faire un sorbet. Le touiteke est très riche en antioxydants. Il pousse principalement dans les plateaux teke, c'est pour ça qu'on l'appelle touiteke. Et il se récolte pendant la saison sèche. Donc, il a été domestiqué par la recherche scientifique.
Lorsqu'ils sont entiers, on les casse. Nous avons des fruits qui ne poussent que dans la forêt du Congo tropicale. Ça aurait été dommage de continuer à les consommer de façon traditionnelle. Et nous avons donc décidé de les sublimer au travers des sorbets et des glaces. Il y a le malombo, il y a le minguengue, il y a le tondolo. Les malombos, il y a des malombos jaunes, il y a des malombos rouges. Il y a du gingembre qu'on trouve un peu partout. Mais vous savez que la qualité des fruits aussi dépend de la qualité de la terre. Donc le gingembre au Congo a une saveur toute particulière. Le travail des fruits est précis et demande beaucoup de temps pour obtenir une mise en valeur optimale des arômes. Au coucher du soleil, nous allons à la découverte d'un lieu hors du temps, où se produisent les bantous de la capitale. Créé à l'été 1959 par d'anciens musiciens de jazz, ce groupe est un des précurseurs de la rumba et du soukous congolais. Le concert attire de nombreux sapeurs, ces néo-dandys qui exhibent de beaux costumes. Pour Wilfried, la sape est un art de vivre. Comme ses amis Michel, Franck et Lay, Wilfried se revendique en effet de la société des ambianceurs et des personnes élégantes. Ce jeu de mots promeut une certaine idée du chic congolais, bien loin du style des beaux quartiers. Vous-même, vous voyez bien, j'ai accordé le chapeau à mon gilet et puis vous avez la couleur de la chemise qui se marie avec la pochette, le blazer avec le pantalon et tout, vous voyez, avec... vous voyez vous-même quoi, hein, c'est ça la sape quoi, bien assorti les couleurs quoi. La sape c'est pas du n'importe quoi. Il faut d'abord définir peut-être la sape. La sape c'est la société d'ambianceurs, de personnes élégantes. La plupart des temps c'était les parents qui étaient cuisiniers des Blancs, qui s'habillaient proprement comme les Européens. Et au fur et à mesure, les Congolais s'appropriaient cette culture de s'habiller comme les Européens et manger comme les Européens. Et est venue l'apogée de la musique. Alors, les jeunes ont commencé à prendre la musique et les habits. La sape, c'est beaucoup de choses. Hein. C'est tout d'abord un comportement. C'est une culture. Hein. C'est une grande culture. Il faut d'abord avoir quelque chose dans la tête. Parce que il ne faut pas parler seulement de la sape sans rien dire.
Il venait ici. Donc, Ngoma Marron, c'est Syriac Malonga, grand de Diaye. Ngoma Marron. Grand de Diaye, Syriac. Ah, ben, oui, non. Mon style vestimentaire est d'abord lié à tout ce qui est français. Tout ce qui est français, donc le choix et la qualité du tissu. Je ne porte pas n'importe quoi, je ne porte pas de la piraterie et je sais là où trouver les habits de qualité. Tu sais que je t'aime bien, tu vois. Moi également. Pour moi, un nounou. Nous quittons maintenant la capitale pour rejoindre une autre métropole, Pointe-Noire. Sur la côte atlantique, le paysage change radicalement, surtout aux abords des gorges de Diosso. Cette curiosité géologique de la région est le fruit de pluies torrentielles qui ont creusé de grands cirques dans la latérite friable. Sur cette plage, la végétation couvre à peine les ruines du vieux port de Loango, ancien royaume qui fut le carrefour de la vente de plus de 2 millions d'esclaves. Venus des pays du golfe de Guinée, ils furent arrachés à leurs terres avec la complicité des tribus des zones concernées par les rafles. Le violent déracinement culturel des déportés fut le moindre des maux qu'ils subirent à leur arrivée en Amérique. Les esclaves empruntaient cette allée de manguiers pour rejoindre la plage où ils étaient traînés sur les bateaux. Malgré l'érosion du temps et la végétation galopante, ce rare lieu de mémoire en Afrique centrale revêt encore une dimension sacrée. C'est sur ce site chargé d'histoire que se pratiquent toujours aujourd'hui les rites d'intronisation et de funérailles des seigneurs du royaume de Loango. L'ancienne lagune Chibété a quasiment disparu. L'océan gagne chaque année du terrain. Les plages de la Pointe Indienne et de Kwilu rétrécissent à vue d'œil. Cheminant au travers du massif forestier du Mayombe, le fleuve Kwilu se jette dans l'océan Atlantique à 50 km de Pointe-Noire. Née il y a un siècle pour satisfaire les besoins de l'empire colonial français, Pointe-Noire est aujourd'hui la deuxième ville du Congo. La présence de l'océan y offre un style de vie bien différent des régions intérieures du pays. Ici au Congo, c'est ça la vie, 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 c'est ça la vie. La ville compte à ce jour plus d'1 million d'habitants. L'industrie pétrolière a donné un élan sans précédent à toute l'agglomération. Dans le centre, sur le boulevard du Général de Gaulle, les embouteillages sont légendaires et l'activité permanente. Autour du marché, taxis et transports collectifs se disputent les clients. Au petit matin, sur la plage de Songolo, qui s'étend à la sortie de la ville, les pirogues rentrent nombreuses de la pêche.
Dans ces eaux, près de 30 000 Béninois et Congolais rivalisent d'efforts, menant des campagnes qui peuvent durer des jours. À l'arrivée des pêcheurs, les poissons sont déchargés par les godailleurs, hommes à tout faire qui prêtent aussi main forte autour de l'embarcation. Armés de chariots, les coromans aident quant à eux les femmes à transporter le poisson qu'elles viennent d'acheter. L'homme à la combinaison verte est Jean-Félix. Il travaille pour l'association Renatura, qui sensibilise les pêcheurs à la sauvegarde de la biodiversité. Depuis 2005, cette ONG agit en partenariat avec les marins congolais pour faciliter la libération des tortues marines capturées accidentellement dans les filets de pêche artisanale. Mon travail consiste à dire aux pêcheurs que lorsqu'ils capturent une tortue, il faut la libérer. Moi, après, je viens le lendemain avec des bobines neuves qui leur permettront de réparer les filets. Depuis le lancement du programme, plus de 12 000 captures fortuites ont ainsi pu être détectées et les tortues remises en liberté. Merci. Voilà, les bobines sont là. Okay. Il y a 4 bobines, non? Oui, il y a 4. Alors, pendant la période de ponte, nous faisons des patrouilles le long du littoral. Nous repérons les traces le matin pour surveiller les nouvelles pontes. Ensuite, nous suivons les éclosions et nous les accompagnons vers la mer. Déchargés, les poissons doivent encore être fumés en retrait de la plage. Des marailleuses ici consistent à reprendre le poisson et puis le filmer et vendre le poisson. Parce qu'il faut le transformer avant de le manger. On ne peut pas manger le poisson cru. Hein? Il n'y a pas de conserverie, il n'y a pas de conserverie. Bon, même s'il y en a, mais ce n'est pas trop grand. Ça ne peut pas conserver tout le poisson qu'on pêche ici, donc on est obligé de le fumer. Et puis chez nous, vous savez que les gens aiment manger le poisson fumé. Le fumoir a la capacité de traiter 1000 poissons. Cette opération essentielle dure 2 jours. Les bords de route longeant le lac Caillot sont pleins d'échoppes comme celle de Salama, en pleine préparation d'un maboké. Il s'agit d'une recette traditionnelle à base de poissons et d'épices, cuits à l'étouffée et emballés dans des feuilles de bananier ou de macassa. Il y a du poisson à l'intérieur. On ajoute les épices, les oignons, le piment. On emballe ça dans des feuilles, on met ça sur le feu, ça cuit à l'étouffée. C'est bon à manger. C'est ce que les Congolais aiment par-dessus tout. Et en plus, tout ce que je prépare, c'est bio. Le lac Caillot, au sud de Pointe-Noire, sur la route de Cabinda. Autrefois, les colons y cultivèrent des plantes papyrus pour en exploiter les fibres et développer une industrie papetière, ce qui vaut au Caillot d'être aujourd'hui surnommé lac Papyrus.
Secteur de pêche intéressant, il abrite surtout de nombreuses espèces d'oiseaux. Tisserins, martins pêcheurs huppés ou encore cormorans africains sont nombreux à profiter de la douceur de cet environnement. C'est dans ce havre de paix que s'achève notre découverte du Congo. Ce pays d'Afrique centrale aura dévoilé plusieurs visages. Une nature sauvage qui mérite encore des efforts de préservation face aux appétits de l'industrie forestière. Des traditions bien ancrées et une personnalité forte que l'on a hâte de retrouver.